Chers élèves, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les déterminants de l'élasticité prix de la demande. Tout ce que je vais vous expliquer provient d'un ouvrage de référence que j'apprécie énormément qui s'appelle Principes de l'économie, écrit par un professeur à Harvard et économiste par ailleurs qui s'appelle Gregory Mankiw et qui est disponible aux éditions de Book. Alors, si on commence par s'intéresser aux déterminants de l'élasticité prix de la demande, je vais vous demander de réfléchir à votre propre sensibilité au prix pour les produits suivants. Une bouteille d'eau, un masque chirurgical, une consultation médicale, un plein d'essence, une bouteille de parfum remplie de préférence, ou encore des paires de lunettes de luxe. Donc, je vous demande de réfléchir à la façon dont vous réagiriez si l'un de ces biens devait voir son prix brusquement augmenter ou diminuer? Est-ce que vous en achèteriez davantage? Est-ce que ça changerait quelque chose à votre consommation? Ou est-ce que vous continueriez à consommer la même chose, peu importe les variations de prix? Ce qu'on peut rapidement voir, c'est que ces biens peuvent déjà être classifiés par catégorie. Dans notre cas, on peut tout à fait considérer que la bouteille d'eau, le masque chirurgical, la consultation médicale s'apparentent à des biens essentiels, des biens dont on a besoin pour vivre et qui, pour nous, sont extrêmement importants. Il y a aussi ces biens qui pourraient être qualifiés de biens de luxe, tels que le plein d'essence, les paires de lunettes ou la bouteille de parfum. On y reviendra tout de suite avec une définition évidemment bien plus précise, vous vous en doutez. Alors, si on fait cette catégorisation de biens essentiels et d'articles de luxe, on verra que les biens essentiels sont caractérisés par une élasticité prix de la demande rigide, une élasticité prix de la demande très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les acheteurs ne réagiront pas fort à une hausse de prix. La bouteille d'eau, le masque chirurgical peut voir son prix augmenter. Les acheteurs ne décideront pas du jour au lendemain de diminuer leur consommation d'eau. Ils ne décideront pas du jour au lendemain de ne plus aller consulter un médecin, par exemple. Donc, on comprend qu'il y a cette sensibilité au prix qui est atténuée du fait que ces biens sont essentiels et que donc les consommateurs ne réagiront pas excessivement à une variation du prix à la hausse ou à la baisse. On se rendra compte dès lors que l'élasticité prix de la demande de biens essentiels sera toujours inférieure à 1, ce qui sera également toujours qualifié donc de rigide. Toute élasticité prix de la demande qui est inférieure à 1 sera qualifiée de rigide ou d'inélastique. Je me rends compte que je ne vous ai pas encore expliqué comment calculer une élasticité prix de la demande. Ça arrivera dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà retenir ceci, c'est que lorsque l'élasticité prix de la demande pour un bien est inférieure à 1, on est en présence d'un bien essentiel et on dit que l'élasticité est rigide. Les acheteurs ne réagiront pas fort à une hausse de prix. On peut considérer que ça sera le cas pour une bouteille d'eau, le masque chirurgical, une consultation médicale ou le gaz de ville, par exemple. Une hausse du prix du gaz de ville ne va pas m'amener à cuisiner moins ou à chauffer moins mon appartement s'il gèle dehors. Voilà le genre de raisonnement auquel vous devez réfléchir. On va maintenant s'intéresser aux articles de luxe et les articles de luxe sont caractérisés par une élasticité prix de la demande élastique. Autrement dit, les acheteurs réagiront de façon très forte à une augmentation du prix d'un bien ou d'un service particulier. Dans notre cas, dans le cas d'articles de luxe, l'élasticité prix de la demande sera toujours supérieure à 1. On qualifiera donc cette élasticité d'élastique. Et cela signifie donc que les acheteurs réagiront très fort à une hausse de prix. L'augmentation, par exemple, du prix de l'essence amènera progressivement les consommateurs à adopter des nouveaux modes de vie. Ils délaisseront probablement progressivement leur voiture. Ils veilleront à ne pas faire des trajets inutiles. Idem pour les lunettes solaires ou le parfum, où tout d'un coup, les gens pourraient dire, ben, à ce prix-là, je ne suis plus aussi friand de ce genre de produit, je vais réduire ma consommation. On se rend compte qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte et donc, lorsque l'élasticité prix de la demande est supérieure à 1, on sera en présence de biens élastiques. Alors,
L'élasticité prix de la demande pour un bien mesure finalement en quelque sorte le désir des consommateurs de se détourner de ce bien à mesure que son prix augmente. Alors, une petite précision malgré tout, c'est que le fait qu'il s'agisse d'un bien de luxe ou d'un bien de première nécessité ne dépendra jamais des propriétés intrinsèques du produit, de ses caractéristiques propres, mais bien des préférences de l'acheteur. Autrement dit, ce qui est essentiel pour moi ne l'est probablement pas pour vous. Et inversement, ce qui pour vous est un luxe ne l'est probablement pas pour moi. À savoir que je considère la santé comme quelque chose d'essentiel auquel je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Vous n'avez peut-être pas ce même raisonnement. Peut-être que vous considérez que la santé est quelque chose de plus secondaire, mais que vous adorez voyager, ou encore que vous ne résistez pas au fait d'aller manger à un restaurant, par exemple, là où je peux peut-être plus facilement m'en passer. Mais donc, ce qui est essentiel ou accessoire est propre à chaque individu, et donc l'élasticité prix de la demande pour chaque bien sera différente selon tous les individus. Il faut garder ça en tête aussi. Vous vous doutez qu'il y a beaucoup d'autres déterminants de l'élasticité prix de la demande, à commencer par l'existence de substituts proches. On a parlé des substituts dans nos séquences vidéo sur l'offre et la demande. On se souvient que deux biens sont dits substituts lorsque toute autre chose étant égale par ailleurs, lorsque le prix du premier bien augmente, la quantité demandée euh, d'un autre bien diminue parce que les acheteurs n'avaient pas de difficulté à passer de l'un à l'autre. Et on vous dit que les biens pour lesquels il existe des substituts proches ont tendance à avoir une demande élastique, puisque les consommateurs, précisément, n'ont aucun mal à passer des uns aux autres. Si le prix du Coca augmente, a priori, les consommateurs n'auront pas de difficulté à se tourner vers le Pepsi, qui a un goût très similaire, quoi qu'en disent les puristes. Et donc, c'est ça l'approche des produits ayant des substituts proches. C'est lorsque le prix de l'un augmente, la quantité demandée de l'autre augmente aussi et l'élasticité sera très élastique. Je vous mets des exemples de substituts proches à l'écran, le beurre et la margarine, le Coca, le Pepsi, ou même les différents paquets de chips au sel, au paprika. Lorsque le prix d'un bien augmente, on n'a aucun mal à se tourner vers des alternatives. Et si l'on se plaît à calculer l'élasticité prix de tel produit, on se rendra compte rapidement que l'élasticité sera systématiquement supérieure à 1. On pourra donc la qualifier d'élastique. À nouveau, le détail du calcul vous sera présenté dans une prochaine vidéo. Les acheteurs réagiront fort à une hausse de prix. Alors, en l'absence du substitut proche, par exemple les œufs, vous voulez faire du gâteau, des crêpes, n'importe quel produit de cuisine un peu élaboré, vous aurez probablement besoin d'œufs et en principe, je ne vous apprends rien, il n'y a pas beaucoup de substituts aux œufs, voire aucun. Dans le cas où il n'y a pas de substitut proche, l'élasticité prix de la demande sera beaucoup moins élastique que celle d'autres produits et sera donc généralement inférieure à 1. Prochain déterminant de la demande qu'on va examiner ensemble, la définition du marché. La définition du marché, c'est quoi? On verra que l'élasticité prix de la demande sur marché dépendra de la façon dont on définit les limites du dit marché. Pour être simple, les marchés précisément définis auront toujours tendance à avoir des demandes plus élastiques que les marchés définis en termes vagues, parce qu'il sera plus facile de trouver des substituts proches pour des produits clairement identifiés. Si ceci ne vous semble pas très clair, rassurez-vous, le slide suivant devrait vous aider. On a par exemple le marché de la nourriture. La nourriture, c'est une catégorie très large et le marché de la nourriture aura une élasticité prix de la demande relativement inélastique, voire nulle. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de substitut valable à la nourriture. Si le prix de façon globale de la nourriture augmente, nous, petits humains, n'aurons pas d'autre choix que de continuer à acheter cette nourriture, même si le prix augmente. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas commencer à se nourrir de métal, d'herbes, de feuilles. Ça ne fonctionne pas. Et donc, le marché est défini en termes très vagues. C'est une catégorie extrêmement large. Son élasticité prix de la demande sera inélastique, voire rigide, donc inférieure à 1, voire proche de 0. Au fur et à mesure qu'on
définira les frontières de ce marché de façon plus précise, on verra que l'élasticité aura tendance à augmenter. On peut prendre le marché des glaces. Les glaces, c'est une nourriture beaucoup plus précise. Elles auront une demande beaucoup plus élastique, puisqu'il sera facile de remplacer les glaces par d'autres types de desserts. Si je trouve que le prix des glaces de façon générale est trop élevé dans un restaurant ou dans une boutique, mais que je souhaite manger un dessert, je n'aurai aucun mal à me tourner vers d'autres types de desserts, que ce soit des macarons, que ce soit une salade de fruits, que ce soit des yaourts, que ce soit des donuts ou que ce soit des pâtisseries, par exemple. Donc, plus le marché est défini en termes précis, plus l'élasticité de ce marché sera élevée. On peut être encore plus précis et s'intéresser au marché de la glace à la vanille. C'est une catégorie excessivement précise et l'élasticité prix de la demande pour ce type de bien précisément défini sera très élastique parce que les autres parfums de glace constitueront des substituts quasi parfaits. Si je suis chez un glacier et qu'on me dit alors toutes les saveurs, tous les parfums sont à 1 € la boule, mais tu veux de la glace à la vanille, celle-là coûte 10 € la boule, je vais me dire, mais c'est un peu exagéré, non? Je n'aurai aucun mal à me tourner vers un parfum substitut parce que je serai particulièrement sensible au prix et pas complètement stupide non plus. Si le prix de la glace, de la glace à la vanille est trop élevé, je pourrais sans difficulté me tourner vers une boule au chocolat, au citron, à la pistache, à la fraise. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup de parfums de glace disponibles. En principe, je ne vous apprends rien. Alors, autre déterminant intéressant, c'est la fraction du revenu consacré au bien ou au produit. Pour le dire autrement, au plus la part du revenu consacré à l'achat d'un bien est importante, au plus l'élasticité prix de la demande pour ce bien sera grande. On verra que certains biens ont un prix relativement élevé et représentent une plus grande part dans le revenu des individus que d'autres. Ça, en principe, à nouveau, je ne vous apprends rien. L'achat d'un salon, l'achat d'un ordinateur de marque coûte relativement cher et ça représente dans le budget d'un individu une part relativement importante, plus importante que le bête achat d'un cornet de glace, par exemple. On verra que l'achat de meubles de salon ou d'un nouvel ordinateur sera donc une plus grande part du revenu que l'achat d'une crème glacée et qu'une augmentation de 10% du prix des meubles de salon aura probablement un effet bien plus important sur la demande pour ce type d'équipement que l'augmentation de 10% du prix d'une crème glacée sur la demande de crème glacée. Autre déterminant, l'horizon temporel. Celui-ci est assez facile à comprendre. On verra que l'élasticité prix de la demande d'un bien sera en général d'autant plus élastique que l'horizon temporel sera éloigné. Je vais vous le réexpliquer à l'aide d'exemples. Ça sera tout de suite beaucoup plus accessible. On peut songer au prix du plein d'essence à la pompe. Quand le prix de l'essence augmente, la quantité consommée baissera peu les premiers mois. Pourquoi? Simplement parce qu'en tant que consommateur, on n'a pas toujours la possibilité de laisser sa voiture au garage et de dire oh, l'essence est trop chère, je décide de me rendre, de l'abandonner complètement et je vais trouver une solution. Ce n'est pas toujours si facile de trouver des solutions, en particulier lorsque ça touche la mobilité. Par contre, si le temps passe au fur et à mesure des mois, des années, et que le prix de l'essence continue d'augmenter de façon ridiculement forte, les gens finiront par acheter soit des voitures qui consommeront moins d'essence, soit trouveront des alternatives et utiliseront davantage de transport en public, ou carrément déménageront pour habiter, par exemple, plus près de leur lieu de travail. On voit déjà que donc le comportement des consommateurs aura tendance à s'adapter au fur et à mesure que le temps passe, ce qui aura pour conséquence inévitable de voir une forte diminution de la consommation d'essence. Après quelques années, la consommation d'essence aura significativement diminué. Bref, l'horizon temporel a une incidence certaine sur l'élasticité prix de la demande. Alors, c'est tout pour moi dans cette vidéo qui a duré un peu plus que 10 minutes, je m'en rends bien compte. Au programme de la prochaine vidéo, on va voir comment calculer enfin ensemble une élasticité prix de la demande selon la méthode traditionnelle. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que cette vidéo vous a
appris quelque chose ou vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours un soutien apprécié. Merci pour tout. Bonne journée. À tout de suite. Ciao.